Bonjour à tous, et merci d'être venus. Pour commencer, je vais brièvement me présenter. Donc, Alexandre Dergam, développeur full stack depuis maintenant 13 ans et chez Xebia depuis 6 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai développé un jeu vidéo avec des outils de développement web. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent soit le jeu vidéo, soit le développement web, vous pourrez vous dire que ce n'est pas une démarche intuitive d'utiliser l'un pour faire l'autre. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivé à faire ça, ce que j'ai développé et les différents challenges techniques que j'ai rencontrés. Donc, pour commencer, quelles étaient mes motivations? Qu'est-ce qui m'a fait partir dans cette voie? Alors, il y a deux choses très simples. Déjà, il y a deux choses à savoir sur moi. Premièrement, le jeu vidéo, j'adore ça. Comme ça, c'est clair. Et deuxième point, je suis un développeur. Et comme beaucoup de bons développeurs, j'aime découvrir des nouvelles choses, j'aime développer des nouvelles compétences, j'aime gagner de l'expérience et je suis curieux. Donc pour moi, c'était intuitif et naturel de me dire, bah tiens, j'aime le jeu vidéo, j'aime développer, j'aime apprendre des nouvelles choses. Eh bien, on va essayer de combiner les deux. Comme ça, je pourrais faire un peu de ma veille techno dans du développement de jeux vidéo. Alors, on va parler un peu plus en détail du jeu en lui-même. D'abord, au niveau des features, des fonctionnalités, et ensuite nous allons voir ensemble comment j'ai résolu techniquement, comment j'ai construit techniquement ce jeu. Alors, première feature du jeu. Nous avons, avant les features du jeu, je vais quand même faire un petit disclaimer. J'ai deux rôles au sein de ce projet, parce que je dois avoir un don certain pour la schizophrénie, allez savoir. Premier rôle, un rôle de joueur, parce que oui, à un moment donné, un jeu, c'est fait pour être joué. Deuxième rôle, un rôle de game designer, parce que je prends autant de plaisir à développer mon jeu qu'à le tester, à le jouer. Et à un moment donné, vous verrez que dans les différentes fonctionnalités que je vais vous énoncer, il va y avoir des fonctionnalités qui seront clairement orientées game design. Alors, maintenant, je vais vous parler des fonctionnalités du jeu. Donc, première fonctionnalité, c'est un jeu de rôle. Alors, un jeu de rôle, pour expliquer très brièvement, on incarne un personnage ou un groupe de personnages et on les fait évoluer dans le temps. Ils acquièrent des nouvelles compétences, des nouveaux objets, ils accomplissent des quêtes, enfin je vous laisse imaginer pour ceux qui connaissent les RPG. Deuxième feature, c'est monojoueur et c'est tour à tour. Alors, monojoueur, bon, parce que je suis très old school, tour à tour aussi un peu old school. Je suis très à l'aise avec le tour à tour, dans la mesure où j'adore aussi les jeux de société, les jeux de plateau, les jeux de cartes. Et pour moi, techniquement, ça résout un certain nombre de problèmes techniques. C'est-à-dire que du fait que c'est tour à tour, tout ce qui va se passer dans le jeu va découler d'une interaction de l'utilisateur avec le jeu. Autre point, ce jeu est offline. Parce que j'avais juste pas envie de me préoccuper des contraintes de réseau, de netcoding. Ça m'intéressait pas, l'archi, tout ça, c'était pas quelque chose que, voilà, j'ai pas envie. Et encore un autre point aussi intéressant sur le jeu offline, c'est que, eh ben, on peut y jouer même quand il n'y a pas de réseau. C'est quand même mieux. Alors, autre point, c'est un point que j'ai développé régulièrement tout au long du jeu, c'est l'affichage du jeu, l'affichage de ce que voit le protagoniste, voit le personnage pendant qu'il évolue. Alors, dans un premier temps, ça a été un affichage en HTML, et puis maintenant, on en arrive à ceci, un affichage en 3D. Donc, moi, je tenais à avoir un affichage de la scène de 3D du jeu. Ensuite, le repérage. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'afficher, de permettre au joueur de se repérer quand il explore un donjon, avoir une carte. Donc là, vous avez un échantillon de ce que ça donne en vrai dans le jeu. Une autre feature, et là je me positionne cette fois-ci en tant que game designer, je veux pouvoir ajouter facilement du contenu. En tant que game designer, je veux pouvoir facilement rajouter que ce soit des nouvelles compétences, des sortilèges, des armes, des ennemis, des quêtes, etc. Je veux pouvoir rajouter du contenu sans avoir à redesigner tout le jeu à chaque fois. Dernier point, et c'est un point qui est arrivé très récemment, c'est l'éditeur de niveau. Toujours dans cette optique de game designer, eh bien, j'ai créé en marge de ce projet un éditeur de niveau qui me permet de dessiner en drag and drop, en utilisant un pinceau ou quoi, le niveau du jeu,
Donc on va revenir, en vrai, cette partie-là a été essentiellement développée en React pour le coup. Alors, le jeu maintenant, je vais vous le présenter. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, je pourrais vous faire ça avec des screenshots. Mais en fait, je me dis que non, finalement, les screenshots, c'est pas terrible. Donc, je vais plutôt vous montrer une vidéo. C'est parti. Merci. Vous savez, le talk n'est pas fini, hein, c'est bon. Allez, maintenant, on va rentrer un peu plus en détail des solutions techniques qui ont été mises en place pour réaliser ceci. Alors, on va aller de macro, puis on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, dans un premier temps, l'architecture, vous le voyez, c'est assez simple. Nous avons pour le jeu en lui-même une appli web, donc quelque chose qui tourne sur navigateur. Donc, ce sera une appli web en Angular, hein, pour spoiler. On a un éditeur de niveau, donc vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, mais vous en avez vu un screenshot. Ça sera du React, et c'est aussi une autre application web. Les deux vont aller consommer une API qui est exposée par un backend, donc là en l'occurrence le backend sera du Node, et une base de données, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce jeu, c'est du jeu de rôle, et un jeu de rôle, ça se joue sur la durée, ce sont des sessions relativement longues de jeu, et il faut pouvoir persister les données, donc sauvegarder les parties. Alors, pour le front-end du jeu en lui-même, alors dans un premier temps, au tout début du projet, il y a 5 ans, c'était du HTML, du Angular, du JavaScript et du Grunt pour le builder. Non, pas ce grunt-là, plutôt celui-ci. Pour 5 ans après, tout ça a changé. Nous avons toujours du HTML, forcément. On est passé d'Angular 1 à Angular 5. Le build se fait en Webpack. Le langage, c'est plus du JavaScript, c'est du TypeScript. On a Babylon.js qui est arrivé entre-temps pour le rendu 3D du jeu. Et on a du Sass pour toute la partie CSS. Pour l'éditeur de niveau, donc un projet relativement récent, nous avons du React, du Redux, du Webpack et du TypeScript. C'est simple, c'est efficace. Pour le back-end, là encore, c'est du très classique pour ceux qui veulent rapidement monter une stack technique en back-end, Node, Express, MongoDB. Alors, maintenant, on va rentrer encore un peu plus en détail dans la conception, cette fois-ci, de l'appli web du jeu, c'est-à-dire la partie vraiment, le jeu, la partie Angular. Donc, au tout départ, à l'époque où c'était du Angular 1, donc ça rappellera peut-être des souvenirs à ceux qui ont connu cette époque. C'était une époque très lointaine, hein, c'était il y a très 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 longtemps, entre la chute de l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arias. On avait du Angular avec du HTML qui était piloté par des contrôleurs. Et ces contrôleurs eux-mêmes pouvaient déléguer des traitements à des services. Ça, c'était Angular 1.
Avec Angular 2 et plus, on a remplacé la notion de contrôleur et éventuellement de directive, même si ça existe encore un peu les directives, mais on a remplacé la notion de contrôleur par des composants qui peuvent eux-mêmes être encapsulés dans des modules. Je ne sais pas si vous les voyez, les modules. Donc des composants dans des modules qui eux-mêmes reposent sur des services. Et ces modules, on en a dans le contexte de ce jeu 3 principaux modules. On a un screens module. Donc le screens module, c'est le module qui va permettre de structurer le jeu en tant qu'appli web. Donc ça va être la structure des différents écrans, le routing. Donc au passage, je précise que c'est UI Router que j'ai utilisé, que ce soit en Angular 1 ou en Angular 5. Donc c'est ce qui fait correspondre un état du jeu à une URL. Donc nous avons la structure en tant qu'écran, en tant qu'appli web, qui est concentrée dans Screens Module. On a Scene Display Module, que vous voyez en bas à gauche. C'est le module qui est dédié à l'affichage de la scène 3D. Donc là, actuellement, c'est essentiellement du Babylon.js avec tout un chapelet de services, on reviendra dessus, tout un chapelet de services qui permettent de piloter l'affichage de la scène 3D. Et tout ça repose sur Game Module. C'est le moteur de jeu, c'est le contenu du jeu, c'est toutes les règles en fait qui vont déterminer ce qui se passe quand j'envoie un sort sur quelqu'un, quand je me déplace et que en fait je peux pas parce qu'il y a un mur. Enfin, toutes les règles qui valident et qui font fonctionner le jeu. Alors, pour l'affichage de la scène de jeu, vous avez vu tout à l'heure un affichage en 3D. Ça, c'est bien, mais c'est récent, hein, ça fait à peine 2 ans que c'est en place. Au tout début du jeu, ça ressemblait à ça. En fait, c'était du HTML, c'était d'Angular 1. Et en Angular 1, en fait, comment je faisais? Eh bien, vous voyez, les rectangles rouges, il s'agissait du périmètre contrôlé par les contrôleurs d'Angular. C'est-à-dire qu'on avait un contrôleur qui encapsulait un autre contrôleur, qui encapsulait un autre, et ainsi de suite. Ça me permettait, en modifiant de manière dynamique les fonds d'écran en CSS, d'avoir un effet de 3D, en imbriquant des divs de manière concentrique. Donc ça, c'était très artisanal. C'était une solution limitée. En gros, je ne pouvais rendre que des couloirs comme ça. C'est comme ça. Mais j'avais déjà des ennemis, des batailles, des sorts, je pouvais passer des portes, etc. Aujourd'hui, j'ai adopté une solution qui me permet de faire beaucoup plus de choses en me basant sur Babylon.js. Alors pour rappel, Babylon.js, c'est un équivalent de Three.js. C'est un outil qui permet de piloter du WebGL et donc de faire de la 3D dans un navigateur web. Donc là, Babylon.js, lui, il va être inséré dans l'application via un component Angular. Maintenant, c'est de l'Angular 5. Donc un component qui s'appelle Scene Display Component. Et ce Scene Display Component va être associé à une série de services qui vont contribuer à piloter cette scène 3D. D'ailleurs, petit détail pour ceux qui connaissent Angular, un des intérêts d'Angular, c'est l'injection de dépendance. Et de ce fait, on a souvent recours à des injections à des dépendances qui sont stateless parce que vraisemblablement des singletons. Ici, nous avons besoin de piloter l'affichage de la scène 3D et donc l'état de la scène 3D. Ça implique des composants stateful. Et là, pour le coup, le stateful, on peut le gérer avec Angular 2 à partir du moment où on le fait proprement. Et ici, les composants, les services stateful, comme vous voyez, Scene Display Service, Camera Builder Service, Sprite Service. Tiens, ça c'est une erreur. Sprite Service, et bien celui-là, ils sont stateful, je disais, et à partir du moment où ils sont déclarés dans le contexte d'un component et non d'un module, ils vont disparaître et être nettoyés proprement lorsque le component sort de l'écran, lorsque le component est enlevé de l'écran. Un dernier point par rapport à cette partie conception technique, je vous ai montré ici une petite timeline, donc ça vous résume à peu près comment s'est déroulé le projet. Donc vous voyez le 4 novembre 2013, donc jour de la première Xebicon, qui au passage s'appelait OpenXKE. Ce 4 novembre, le jeu était en Angular 1.2, HTML, CSS. En termes de design, c'était du MVC parce que c'était plus ou moins ce qu'on préconisait à l'époque sur Angular premier du nom. Donc c'était vraiment modèle vue contrôleur.
Maintenant, donc tout a évolué, comme vous pouvez le voir. On est passé au niveau des frameworks d'Angular 1 à Angular 3, Angular 1.2.3.4. Ensuite, pendant une période qui a duré assez longtemps, donc de mai 2017 à début 2018, j'ai migré sur Angular 4. C'était très long, c'était très difficile, je ne vous le cache pas. Au niveau de l'affichage HTML, on a migré en 2016 sur du Babylon.js. Et ça, c'est vraiment bien. Et pour le design, alors dans un premier temps, c'était du MVC sans trop me préoccuper du game design. Ensuite, ce MVC, je l'ai organisé avec une couche Game Engine. Donc, c'est toutes les règles qui régissent le jeu et qui sont indépendantes du contenu. Et game design, où là, on a tout le contenu. Cette séparation, par la suite, va beaucoup m'aider pour faire évoluer le jeu sans avoir à tout réécrire à chaque fois. Ensuite, une fois qu'on est passé sur Angular 4, j'ai adopté une approche component. Donc, exit les contrôleurs que vous avez vus au tout début. On est passé sur du component. Alors, méthodologie, craftsmanship. Alors, on va faire une très brève ellipse sur cette partie-là. En termes de méthodo, un ou deux points que j'ai adoptés pour avancer de manière sereine sur ce projet, ça a été, entre autres, le TDD et le refactoring. Alors, le TDD, pour rappel, c'est j'écris un test dans un premier temps, sans avoir écrit l'implem. Je vérifie que le test ne fonctionne pas. J'écris l'implem jusqu'à ce que le test fonctionne. Et ensuite, je refactor mon implem en faisant en sorte que le test continue de passer. Donc, le TDD, c'est très pratique et ça s'applique très très bien sur tous les algos qui sont déterministes. Déterministe, ça veut dire à partir d'une entrée donnée, on peut connaître la sortie. Et là, ça marche bien avec les intelligences artificielles, enfin l'intelligence artificielle de mon jeu, parce qu'elle est très, très sommaire, on ne va pas se mentir. Et le pathfinding, en revanche, pour le test end-to-end. Alors, le test end-to-end, c'est un peu plus compliqué, parce que vous comprenez, c'est très difficile de tester qu'une texture s'affiche bien, qu'un effet de lumière rentre bien, enfin voilà. En plus, il y a de l'aléatoire dans ce jeu, il y a à un moment donné des jets d'attaque, etc. Enfin bref. Donc pour le test end-to-end, voilà. Alors, les challenges techniques. Donc là, on va rentrer encore un peu plus en détail de quelques points un peu clés dans le design de ce jeu. Alors, un premier challenge technique. Comme vous le savez, nous avons affaire à de l'appli web. Et donc, une appli web, c'est pas nativement prévu pour gérer de l'événement, ce que fait naturellement un jeu vidéo avec des boucles de gestion d'événements. Donc, là, par exemple, ici, je vous montre un exemple, une scène de bataille. À un moment donné, vous voyez, dans le rectangle en rouge, nous avons la log de combat. C'est une log dans laquelle on affiche ce qui se passe tout au long du combat. Un tel a lancé un sort sur quelqu'un, un tel a guéri un tel, etc. Donc, il faut que cette log se mette à jour automatiquement quand un événement a lieu au cours du combat. Et donc, que ce soit lorsque j'utilise une arme ou lorsque un ennemi m'agresse, les deux types d'événements doivent être captés et doivent pouvoir mettre à jour ma log. Pareil pour le son d'ailleurs, parce que là, vous n'avez pas vu dans le trailer, mais il y a des effets sonores, il y a de la musique. Et donc, le son, il doit pouvoir être joué, que ce soit lorsque j'ouvre un coffre ou lorsque un ennemi reçoit un sort. Et donc, pour gérer cette gestion d'événements, eh bien, alors, il y avait eu à l'époque d'Angular 1 un bus d'événements qui passait à travers le scope. Sur Angular 2 et compagnie, nous avons RxJS qui fonctionne très bien. Donc là, en l'occurrence, avec l'exemple du son, quelque part dans mon HTML, nous avons un composant qui s'appelle AudioFX Component qui encapsule en fait un player HTML5. Ce player, lui, va être câblé sur un service qui, pour le coup, est un service stateful lui aussi, audio service, qui, lui, va exposer des attributs. Et lorsque ces attributs sont modifiés par une source externe, par un appel d'API externe, le son va détecter ce changement, enfin le component va détecter ce changement et va jouer le son qui correspond. Donc là, on a un exemple de code où là, vous voyez, ça c'est le service. Donc le service déclare des attributs, la source qui est changée en tant qu'observable. Nous avons une méthode playSound qui prend en entrée le nom du son qui va être joué.
et qui va modifier l'attribut qui va bien. Ici, nous avons le component. Le component, lui, à sa création, donc dans la méthode afterViewInit, il va s'inscrire, il va se câbler sur les différents événements qui vont modifier l'attribut que nous avons présenté tout à l'heure. Dès que l'attribut a été modifié, il va jouer le son dans le player HTML5 qui lui est associé. Autre point intéressant, je vous ai dit que je tiens beaucoup aux features en tant que game design. Et donc, un des points clés du game design ici, c'est de pouvoir rajouter facilement du contenu sans avoir à réécrire le moteur du jeu, le game engine. Donc, que ce soit rajouter un sort, rajouter une arme, rajouter un ennemi, je veux pouvoir le faire sans avoir à tout casser. Donc, la solution, ça a été de mettre en place un design pattern stratégie. Donc là, nous avons ici une interface. Enfin, en l'occurrence, en TypeScript, ce sera plutôt une classe abstraite, skill, duquel hérite une compétence boule de feu, une compétence guérison, et un service, n'importe lequel, qui sera amené à appeler indifféremment l'un ou l'autre, avec une API équivalente, c'est-à-dire que ce soit je lance une boule de feu, moi, en tant que lanceur, vers une cible, c'est toujours moi la cible. C'est les deux inputs à peu près quand on lance une compétence. En termes de code, ça donne ça. Nous avons ici le sort de soin qui, donc, du coup, dans sa méthode use, va décrémenter de la mana et incrémenter de la vie sur la cible. Une méthode fireball qui va décrémenter la vie et coûter un peu plus de mana pour le coup. Nous avons ici un module. Alors, c'est là que réside le point clé pour bien faire mon design pattern stratégie. Dans mon ng module, dans la déclaration de mon module Angular, je vais associer les classes de ces services, ces injectables, à des chaînes de caractères. Par la suite, ces chaînes de caractères, donc là vous voyez, provide chaîne de caractères, use class, ma classe. Par la suite, ces chaînes de caractères, je vais pouvoir les réutiliser en appelant l'injecteur d'Angular. Donc tous les injectables d'Angular peuvent, à travers leur constructeur, accéder à l'injecteur qui les a créés. Et donc cet injecteur, dans la méthode useSkill, je la récupère, donc this.injector.get, et là, avec ce .get, j'appelle la chaîne de caractères qui correspond au sort que je veux déclencher. Et donc ça me permet de créer un sort, et ce sort, ensuite, je l'applique à une cible ou une autre. Un autre point sur la gestion de dépendance, d'ailleurs. Je vais vous donner un autre exemple. Nous avons ici donc un service qu'on va appeler, qui s'appelle Combat Service. Donc c'est le service qui gère le contexte d'un combat. À un moment donné, ce service, on va dire qu'il va être appelé à utiliser le sort Dispel Magic. Donc c'est un sortilège qui sert à éliminer tous les effets magiques impliqués dans un combat. Et Dispel Magic, du coup, pour fonctionner, eh bien, il va avoir besoin de connaître tous les effets magiques présents dans le combat. Il va dépendre de Combat Service. Et attendez là. Ah, non, ça s'appelle une dépendance cyclique en fait. Je ne peux pas faire ça. En fait, non. Pour casser la dépendance cyclique, on peut passer par l'injecteur d'Angular, cette fameuse solution que je vous ai décrite tout à l'heure. En fait, Angular déteste les dépendances cycliques au démarrage. En revanche, il est possible de casser ces dépendances cycliques en faisant de l'injection au runtime, ce que nous permet de faire cette solution. Alors, un autre petit point technique, toujours en tant que game designer, je veux pouvoir éditer facilement du contenu relatif à mon jeu. Et ce contenu, ça peut être les cartes, ça peut être l'arbre de compétences que vous avez pu voir dans le trailer. Et donc pour ça, la solution que j'ai retenue, ça a été de faire de l'ASCII art. Alors l'ASCII art, c'est ce qui permet de dessiner des objets, faire de l'art, en utilisant des chaînes de caractères ASCII. Et donc là, je vais vous donner un exemple. Nous avons ici un arbre de compétences. Et là, je vous montre son équivalent en ASCII art. Alors, ça paraît bizarre de le faire comme ça, mais je vous le dis pour éditer, parce que c'est quelque chose que je suis amené à changer très très souvent. Éditer de manière visuelle cet arbre de compétences, c'est vachement plus facile. En revanche, là où ça a été compliqué, et je remercie le TDD de m'avoir aidé là-dessus, ça a été d'écrire le parseur de l'ASCII art. Ça, c'est plus dur. Encore un autre point d'ailleurs, au niveau du level design, cette carte que vous voyez dans un premier temps, il a été écrit en ASCII art. Aujourd'hui, j'ai abandonné l'ASCII art pour le design de la carte. Aujourd'hui, c'est un gros JSON que je manipule avec React et Redux. Et ça tombe bien parce que React Redux, c'est taillé sur mesure pour gérer du JSON, enfin surtout Redux en fait. D'ailleurs, voici un exemple du JSON qui est manipulé.
ça n'a plus grand-chose à voir avec de l'ASCII pour le coup. Un autre point intéressant, la gestion de Zone.js. Alors, pour ceux qui pratiquent Angular, vous connaissez certainement Zone.js. Zone.js, c'est la librairie sur laquelle se repose Angular pour gérer les modifs du modèle. Donc, en gros, Zone.js va capter toutes les interactions de l'utilisateur avec le navigateur et il va réagir et déclencher et modifier, rafraîchir l'ensemble du modèle de l'application. L'ennui, c'est que dans le cas de mon jeu, rafraîchir une frame, par exemple dans l'affichage de la scène 3D, eh ben, ça compte un peu comme un événement. Donc potentiellement, 60 fois par seconde, je peux me retrouver avec un modèle qui se rafraîchit. C'est pas super niveau perf. Du coup, il est possible, de la même manière que j'ai pu, dans le constructeur de l'injectable, récupérer l'injecteur, on peut récupérer un objet zone. Ça fait partie de la spécifique d'Angular. On peut récupérer cet objet zone et celui-ci me permet de déclarer des bouts de code spécifiques qui seront exécutés en dehors de Zone.js. Ça me permet d'alléger mon code et éviter d'avoir beaucoup trop de traitements qui s'exécutent quand mon modèle se rafraîchit. Un autre point qui a été très déterminant au cours de l'année dernière, ça a été cette migration de Angular vers Angular 5. Donc, c'est pas que Angular en fait, il y a tout un écosystème qui a changé puisque j'ai dû partir de Angular vers Angular 5. Alors, on est passé à un moment donné de Grunt à Gulp, mais c'est pas très différent au final, c'est pas bouleversant comme Webpack. Donc, à un moment donné, Gulp est passé à Webpack et puis l'ECMAScript, parce qu'avant migration, c'était l'ECMAScript, est passé à TypeScript, parce que TypeScript, c'est quand même vachement plus pratique pour coder de l'Angular. Autre point d'ailleurs, vous verrez quelques points liés à cette migration. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, le système de gestion d'événements natif d'Angular, émission, réception, tout ça, a été migré sur RxJS. Les services sont devenus des injectables. Les directives, les contrôleurs sont devenus des components. Et ça m'a pris environ 8 mois. C'est 8 mois pendant lesquels, je préfère le dire clairement, j'ai été quasi obligé de réécrire le code from scratch. Enfin, 90% du code from scratch, parce que c'était du code Angular 1.4, c'était même pas du 1.5. C'est-à-dire que c'était pas du code qui était fait pour être migré. Et du coup, ça a été quasi intégralement réécrit. Alors, maintenant, on va adopter la conclusion. On va aborder la conclusion. Donc déjà, on va voir ensemble ce que ce projet m'a apporté en tant que développeur. Donc déjà, quels outils, pour quels besoins? Est-ce que les outils que j'ai utilisés ont été adaptés aux solutions? Est-ce que les outils que j'ai utilisés ont été adaptés au développement de mon jeu? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, nous avions eu dans notre jeu de l'Angular. Angular, en fait, moi je trouve ça pas mal pour la gestion de dépendance, la gestion des événements qui est gérée nativement. J'en ai pas parlé, mais il y a Browser Animation Module, c'est vraiment pas mal. Ça permet de piloter au sein d'un component des animations en CSS, parce qu'il y a aussi des animations CSS là où il n'y a pas du Babylone. Et on a Zone.js qui, mine de rien, est assez pratique parce que sans vraiment chercher à le faire, il modifie naturellement tout le modèle et de manière quasi transparente, l'état du jeu est très rapidement rafraîchi. Par rapport à React, alors React, lui, je l'ai plutôt utilisé sur l'éditeur de niveau. Et ça, pour le coup, avec l'éditeur de niveau, eh ben, la gestion du modèle en Redux, donc cette fameuse gestion de documents JSON, c'est taillé sur mesure avec Redux. Redux, je rappelle, ça nous permet de gérer de manière très contrôlée l'état d'un JSON. C'est quand même, c'est très pratique pour le coup. Et en plus, React, ça a le mérite d'être très facile à mettre en place, beaucoup plus facile qu'Angular. Pour le coup, Angular, il faut admettre, c'est un mastodonte. Ensuite, pour la partie Node Mongo, eh bien là, j'en ai très peu parlé, mais à un moment donné, je me suis posé la question de la persistance des données. Et je me suis très vite rendu compte que ces données allaient être structurées dans un JSON. J'ai cherché et très vite, j'ai compris que enregistrer du JSON, bah, au final, c'est ce que Mongo, c'est Mongo, quoi. C'est quand même encore un des meilleurs outils sur le marché pour traiter cette problématique. Et puis en plus, la stack Node Express MongoDB est très facile à mettre en place.
Du coup, quelles sont les compétences que j'ai acquises au cours de ce projet qui a quand même duré 5 ans et que j'ai développé sur mon temps libre? Je rappelle, je n'ai pas développé ça sur mon temps de travail. Eh bien, quand même, pas mal de technos, parce que la plupart des technos que j'ai énoncés, eh bien, au final, je les ai pratiqués avant de les voir chez mon client. La migration Angular, je savais la faire sur mon projet avant de la vendre à un client, parce qu'on a eu un client où j'ai eu à faire ça. React, je suis monté en compétence sur React avec mon éditeur de niveau avant de voir React récemment en mission. Donc, toutes ces technos que vous voyez à l'écran, ce sont des technos que j'ai eu l'occasion de découvrir, donc qui font du coup partie intégrante de ma veille techno et qui ont été traités avant d'être vus en clientèle. Autre point, autre compétence acquise, donc là des compétences qui n'ont plus rien à voir avec mon métier, c'est tout simplement du design de 3D, de l'animation, du son, du graphisme, parce que faire de la texture, du sound design, mixer des sons, etc., c'est une compétence à part, ça mérite un peu de travail. Après, j'ai pas la prétention d'en faire mon métier, d'ailleurs petit point, hein, ce que vous avez vu, ce jeu n'a absolument pas vocation à être monnayé, c'est juste pour mon plaisir. La suite, qu'est-ce que je vais faire de plus sur ce jeu? Plein de choses, hein, j'ai toujours plein d'idées, notamment ici, améliorer, apporter un peu plus de variété dans les décors, dans le design, avoir des scènes plus en extérieur. J'en ai déjà, mais j'en suis pas très satisfait. Autre point aussi, développer le rôle du back-end. Actuellement, le back-end ne sert qu'à persister les données. J'aimerais que maintenant ce back-end me permette un peu plus de choses, me permette par exemple de stocker, de persister les différentes cartes, ce fameux JSON qui est actuellement géré par l'éditeur de niveau. Je veux aussi rétablir la génération procédurale. Donc ça, c'est une fonctionnalité que j'avais à une époque et que j'ai abandonnée assez rapidement parce que j'en étais pas satisfait. C'est moi, maintenant, en tant que joueur et non plus en tant que designer, je veux me faire plaisir en jouant avec ce jeu. Et pour ça, je veux qu'un algo me génère les niveaux à ma place, pour être surpris, en fait. Parce que, savoir qui se cache derrière cette porte ou savoir ce que je vais trouver en ouvrant un coffre, bof, quoi. Enfin, c'est sympa, mais 5 minutes. Voilà. Sur ce, merci à tous d'être venus assister à ce talk. Si vous voulez une démo personnalisée, si vous voulez tester ce jeu, je serai présent au stand réalité virtuelle tout le reste de la journée. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, merci pour le talk. J'ai une question par rapport au son, aux images que tu montrais, aux textures. C'est des choses que tu as créées, que tu as pris quelque part et où tu les as prises? Alors, il y a du créé, il y a du pris, il y a de l'adapté. Très clairement, je vous l'ai dit, ce jeu n'a pas vocation à être monnayé. Si j'essayais, je pourrais avoir des problèmes. Bonjour, une toute petite question. Vous avez parlé de mode offline tout à l'heure, et pourtant il y a marqué un back-end en Mongo et tout ça. Alors en vrai, ce qui se passe, c'est que sur la même machine, j'ai le back et le front. Mais c'est vrai que par exemple pour l'acquisition, j'ai pas pu faire l'acquisition sur mon Mac parce que ça marchait très très mal, les perfs étaient vraiment très mauvaises. Donc j'ai dû utiliser mon Mac comme un serveur et mon PC pour l'acquisition. Donc du coup, ça marchait très bien aussi en mode online. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir du réseau pour faire tourner ce jeu. En fait, si on a tout, si on a le Node, le Mongo posé sur présent avec l'appli sur la même machine, ça peut marcher. Ouais. Il n'y a pas l'adresse GitHub là, on peut pas le cloner Il y en avait un. Il y en a un et il est toujours là, c'est juste qu'il est passé privé. D'accord, donc tu n'acceptes pas les pull requests et tu n'as pas envie que les gens puissent y jouer? Alors, si, j'ai très envie que les gens y jouent. À une époque, le dépôt était public. J'avais un peu communiqué au sein de Xebia sur ce projet. J'avais appelé les Xebians à venir éventuellement faire des pull requests, etc. Bon, finalement, ça n'a pas pris. C'est pas grave. Là, je me suis dit qu'avec la Xebicon, je vais protéger mon source maintenant. Et voilà. Donc, c'est passé privé récemment. Mais si tu as envie de contribuer, moi je peux te donner l'accès, hein, Joachim, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. Salut Alexandre. Salut David. Bravo.
Merci. 5 ans. Moi, j'ai connu la première version et je suis impressionné. Et est-ce que tu as pensé à créer un installeur? Parce que du coup, je suppose que là, tu lances tout à la main, Mongo à la main, le serveur à la main. Très franchement, non. Au pire, tu vois, j'ai rajouté depuis un script, un petit script bash qui va lancer le Mongo, le back, le front, mais ça va pas plus loin, quoi. Et puis encore une fois, je l'ai dit, ce jeu, il n'a pas vocation à être monnayé ou quoi, donc j'ai pas vraiment besoin de travailler le packaging. C'était une question. Voilà. Avez-vous considéré l'utilisation de moteurs de jeu existants ou l'idée c'était vraiment de faire ça from scratch? Alors au tout début, vraiment au tout début, en fait, j'étais juste développeur et je venais, en fait, comment dire, je venais de découvrir Angular 1. En fait, c'était vraiment mes premiers pas dans le développement web et je commençais à aimer ça. Ensuite, je me suis dit, le jour où je me suis lancé dans ce projet, je n'ai pas immédiatement pensé, tiens, il y a des moteurs, il y a Unity, il y a Unreal Engine. Je me suis dit, j'ai envie de développer un jeu, mais j'ai envie de le faire avec les outils que je connais déjà et éventuellement approfondir ma connaissance de ces outils. Et donc c'est comme ça que je suis parti dans un premier temps sur de l'Angular. Et c'est comme ça que du coup, les premières versions de ce jeu, c'était du HTML. C'était du HTML, enfin c'était très simple, c'était très basique, et avec les fonctionnalités qu'on avait derrière. Comment dire, par la suite, un Xebian, donc début 2016, avait fait un XKE sur la 3D dans du navigateur. Ça m'a donné des idées. Le soir même, je suis allé faire une recherche. Je suis tombé du premier coup sur Babylon.js. J'ai joué un peu sur les playgrounds de Babylon. J'ai trouvé ça super et j'ai adopté Babylon depuis. Comme Babylon, je vous l'ai dit, c'est un équivalent de Three.js. C'est du moteur 3D, du moteur physique, essentiellement appliqué aux jeux vidéo. Et ça marche sur navigateur web, enfin, c'est prévu, c'est taillé pour le navigateur web, ça se code en TypeScript. Bref, ça matchait 100% mon besoin, j'en suis très content aujourd'hui. Encore bravo. Merci. Bonjour. Quand j'étais petit, il y avait un exercice qui s'appelait la démo 64K. En fait, ce que tu fais, ça me rappelle un peu ça. L'exercice était de faire tenir le maximum de code et faire le meilleur jeu vidéo dans le plus petit code possible. Ça permettait de découvrir un peu les nouvelles techno. Est-ce que c'est pas un peu ce dans quoi tu t'es lancé là finalement? Ben, c'est un peu ça. Quand je suis parti sur ce projet, j'avais aucune idée de jusqu'où j'allais aller. Je me suis dit, au tout début, je me souviens, je me suis dit, j'aimerais avoir une scène 3D, mais j'ai fait du coup cette fameuse affichage concentrique. Et je me suis dit, mais jusqu'où est-ce que je vais pouvoir aller? Est-ce que je vais être seulement capable d'arriver à quelque chose de visible? Et j'ai poussé, j'ai regardé jusqu'où je pouvais pousser le délire. Je l'ai poussé assez loin, jusqu'à un moment où je me suis dit, bon, là, avec du HTML, je commence à atteindre mes limites. Et puis même, en tant que game design, voilà, c'est pas super. Enfin, on atteint la limite en termes d'évolution. Puis ensuite, je suis passé à la 3D, toujours inséré dans du HTML, parce que vous avez vu la scène 3D, mais tout ce qu'il y a autour, la minimap, la log, les portraits des personnages, les jauges de vie, etc., c'est du HTML. C'est du HTML, c'est du CSS. Mais du coup, ouais, j'ai fait ça pour pousser le délire, essayer de voir un peu pousser un peu dans ses limites les applications web. Clairement, c'était pas fait pour ça, les applis web. Entre le moment où tu étais en pur HTML, en div concentrique et le WebGL, à aucun moment tu as envisagé un truc avec des CSS 3D? Non. Si, peut-être, mais j'ai pas approfondi plus que ça. En fait, à l'époque, il y avait surtout beaucoup d'animations qui étaient pilotées par NG Animate. C'était le module d'animation d'Angular 1. Aujourd'hui, j'utilise toujours plus ou moins son successeur, Browser Animation Model, qui fait maintenant partie intégrante d'Angular 5. Mais non, la scène maintenant, il n'y a plus de HTML dedans. C'est fini. Jennifer, là-bas, non? Merci. J'avais quelques petites questions. Pardon. Je voulais savoir si tu avais fait un package pour juste, je veux dire un runner où tu as juste à cliquer et tout se lance, tout s'installe. Non. D'accord. Donc il faut être un peu dev pour pouvoir jouer au jeu, quoi. Oui.
Clairement, à l'époque où le GitHub était public, il y avait dans le README du GitHub la marche à suivre pour, pour lancer le jeu. Après, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffisait, quand on est dev, encore une fois, il suffisait de faire un git pull du dépôt, faire un npm install sur les différents modules, les 2-3 modules du jeu, et ensuite lancer le script bash. Et puis avoir au préalable un Mongo installé dans sa machine. Ok, et autre petite question, est-ce que tu serais motivé pour créer ton propre moteur de jeu, frameworks, ou juste un tuto pour faire un peu comme toi? Là tout de suite, non. Faut être motivé. Non, c'est surtout que je manquerai de temps en fait. Je suis encore assez impliqué sur ce projet. C'est pas parce que je vous l'ai présenté qu'il est fini. Hein. Je suis encore appelé à le faire évoluer parce que j'aime ça. Et je me vois mal m'impliquer dans un autre projet de ce type. Et si tu voulais faire un autre jeu, tu te relancerais dans cette techno ou tu tenterais un vrai moteur de jeu? Très bonne question. Je ne sais pas. Peut-être que je garderai la techno, mais que je resterai plus sur du React pour voir un petit peu, parce que j'ai poussé beaucoup Angular, j'ai pas encore poussé beaucoup React. Ce sera aussi probablement pas le même style de jeu, ce sera certainement pas un RPG, peut-être autre chose, je pensais plus à un jeu de stratégie en tour à tour aussi, ça j'aime bien, pourquoi pas. Ou peut-être une adaptation d'un jeu de société, allez savoir. Aussi, j'adore tes références. Bravo. Ah, merci. Encore bravo, je te l'ai Merci. déjà dit, je suis hyper impressionnée par ce que tu as fait et par la gestion de ta schizophrénie pendant 5 ans. J'arrive toujours pas à comprendre cette démarche de détourner pendant autant de temps un outil. Et là, je vois beaucoup de personnes aussi qui se disent mais pourquoi pas utiliser un moteur de jeu, un vrai moteur de jeu ou un vrai framework. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de développer ton jeu parce que on dirait que tu as fait une vraie histoire autour de ce jeu? Est-ce que tu ne veux pas utiliser un vrai framework? Alors, si je devais refaire un jeu from scratch proprement, en vrai, je me vois mal recommencer from scratch un autre jeu en fait. Très franchement, c'est 5 ans, c'est pas rien. Je me vois mal recommencer de zéro sur carrément autre chose. Déjà, ça a été dur de faire la migration. La migration, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je le faisais que je devais réécrire quasi chaque ligne de code. C'était pas facile. C'est pas facile psychologiquement de se dire qu'il faut tout réécrire. En 3-4 ans de projet, en 8 mois, c'était pas facile. Je me vois mal reprendre from scratch un autre jeu sur une autre techno. Mais peut-être, ce que je répondais tout à l'heure à monsieur, peut-être que je referai peut-être quelque chose, mais plus pour pousser une autre techno. Là encore, l'intérêt de la démarche, ça a été aussi de combiner l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, j'aime le jeu vidéo, j'aime en développer, et parallèlement à ça, j'ai aussi besoin de faire la veille techno en tant que développeur. Et c'est ce que m'a permis ce projet. Ouais, je voulais savoir comment tu t'organisais dans ton temps perso pour faire ce jeu. Est-ce que tu avais chaque semaine, tu te disais 2 heures le vendredi soir pour faire ça? Comment tu arrivais à gérer? Je faisais ça le soir quand j'avais du temps libre. Il y avait des phases où tu codais beaucoup et des phases où tu laissais un peu en suspens. Il y a des phases où je peux plus coder que d'autres, c'est sûr. Ça dépend après à quel point mon temps libre est limité. Mais non, il n'y a pas de règle, c'est pas vendredi soir à 19 h, je code ça. Non, ça ne marche pas vraiment comme ça.